le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au bien-être, du renouvellement de la cellule familiale. Et ce soir, nous avons Corinne Bislich. Bonsoir Corinne. Bonsoir, bonsoir à toutes et voilà, bienvenue à Infiniment tout le d'être monde, avec nous. Merci infiniment d'être avec nous, Corinne. avec plaisir, avec plaisir. Alors merci Yardena en tout cas et merci à toutes d'être là, d'être présentes. Et voilà, alors pourquoi c'est un sujet qui me tenait à cœur en fait. Tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de cas en fait déjà, donc que ce soit au niveau sociétal en fait, on se rend compte que il y a les cas déclarés et les cas non déclarés, que de plus en plus, en fait, on est dans une société qui est surfocalisée sur l'apparence. Et pourquoi c'est très important? Parce que là, c'est une conférence qui se veut préventive, en fait, mais qui peut aussi être informative et qui peut aussi aider des personnes peut-être à mieux comprendre ce qui se passe en elles, si elles vivent en fait déjà une situation euh, de, si elles vivent déjà une situation de troubles alimentaires ou de début de troubles alimentaires. Et c'est vrai que pourquoi c'est tellement important? Parce que parfois, en fait, si on prend les choses au début, ben, on peut les désamorcer, on peut comprendre ce qui se joue en nous, on peut comprendre ce qui se passe en nous. Et c'est très important des fois de prendre le mal à la racine, en fait. Alors pourquoi je suis aussi sensible à ce sujet? Parce que j'ai une amie qui a perdu sa fille il y a des années de cette maladie. Et, et je pense que c'est dommage parce que en fait, la maman avait peur d'en parler. Donc finalement, nous, on n'a jamais pu échanger là-dessus. Elle était très fermée, la maman se fermait en fait dès qu'on commençait à en parler. Et donc c'est une connaissance en fait qui habite loin. Et c'est vrai que voilà. Donc en fait, je dédie aussi cette conférence à sa mémoire en fait. Et je voudrais pas qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, Peut-être tu veux prendre un verre d'eau, Corinne? je vais boire un petit peu. Voilà. Alors, en fait, on va parler ce soir en fait de cette maladie en fait, donc les troubles alimentaires en fait. Donc, alors quand ça prend une certaine ampleur en fait, c'est des maladies en fait psychiatriques en fait, hein. Donc, mais il y a trois principaux types de troubles alimentaires. Donc, on a parlé de l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique. Et les personnes atteintes de troubles alimentaires ont souvent une image corporelle d'elles qui est perturbée. Et donc, en fait, elles peuvent éprouver de l'anxiété, de la dépression et des problèmes de santé physique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, on ne sait pas où est la poule, on ne sait pas où est l'œuf. Pourquoi on dit on ne sait pas où est la poule, on ne sait pas où est l'œuf? Parce que ça commence par des petits troubles et ça commence par des fois des choses anodines qui ont traumatisé en fait l'enfant ou l'adolescent ou même l'adulte en fait par rapport. Alors justement, on parle des réseaux sociaux, on va mettre ça entre parenthèses dans un premier temps, mais on va en parler plus précisément tout à l'heure. Si vous voulez, en fait, il peut y avoir tout simplement un choc. Donc un choc, ça peut être un choc, une parole d'un parent, une parole d'un adulte, parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Quand l'enfant il est en train de grandir, d'avoir des formes, voilà en fait, hein, on imagine la petite fille qui devient femme, les seins commencent à pousser, etc. On peut avoir des remarques autour en fait des adultes qui vont être tout autour et qui vont dire ah ben on voit que ça commence à pousser, on voit ça, etc. Alors des fois c'est des petites remarques anodines, mais qui vont mettre l'enfant très mal à l'aise parce que lui-même est déjà mal à l'aise dans l'idée de reconnaître son corps et, et dans son acceptation en fait par les autres, hein. Donc on imagine en fait c'est un petit peu comme si un enfant qui se retrouve petit à petit tout à coup avec un corps d'adulte en fait. Et le fait de se retrouver avec un corps d'adulte comme ça du jour au lendemain, il va y avoir de temps en temps ce qu'on appelle des épisodes de dissociation corporelle. Alors, je vais laisser ça de côté 2 secondes et on va y revenir. Alors, on va définir ce que c'est en fait déjà l'anorexie mentale. Alors, les personnes atteintes d'anorexie mentale ont une peur intense de prendre du poids, une perception déformée de leur corps. Elles peuvent se restreindre fortement dans leur alimentation jusqu'à refuser complètement de manger, ce qui en peut entraîner une perte de poids extrême et des complications de santé graves.
La boulimie. Les personnes atteintes de boulimie ont des épisodes de fringales incontrôlables, pendant lesquels elles consomment de grandes quantités de nourriture en peu de temps, suivi d'un comportement compensatoire, tel que des vomissements provoqués, l'utilisation de laxatifs et d'autres méthodes pour éliminer les calories ingérées. L'hyperphagie boulimique. Les personnes atteintes d'hyperphagie boulimique ont également des épisodes de fringales incontrôlables, mais sans comportement compensatoire. Elles peuvent donc prendre du poids rapidement et développer des problèmes de santé liés à l'obésité. Les causes des troubles alimentaires sont complexes et peuvent inclure des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Les personnes atteintes de troubles alimentaires peuvent avoir une image corporelle déformée, on en a parlé il y a 2 minutes, des problèmes de contrôle, de l'anxiété, des difficultés à gérer les émotions, des pressions sociales et familiales pour atteindre des normes de beauté irréalistes. Il est important de souligner que les troubles alimentaires ne sont pas de simples addictions à la nourriture, ils sont des maladies mentales sérieuses qui nécessitent une intervention professionnelle pour aider les personnes à surmonter leurs comportements alimentaires anormaux et améliorer leur santé physique et mentale. Alors, il existe plusieurs solutions pour aider les personnes souffrant de troubles alimentaires. Donc, il y a plusieurs types de thérapies qui peuvent aider, mais il faut savoir en fait qu'à chaque fois, ça va être l'association de plusieurs personnes, de plusieurs interlocuteurs, qui vont permettre en fait de créer, entre guillemets, une famille autour des personnes pour pouvoir en fait surmonter en fait le trouble. Alors, quand je disais que c'est bien de prendre le mal à la racine, c'est que plus on va s'y prendre tôt, plus on va pouvoir désamorcer, entre guillemets, les traumatismes vite. Plus on va s'y prendre tard, plus ces traumatismes, ils vont être incrustés, ils vont être installés et ça va être un petit peu plus difficile à désengrammer. Pour tout le monde, est-ce que je suis claire en fait? Donc, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, n'hésitez pas à me poser la question. Voilà. Je vois qu'il y a une main levée de Gaëlle, je ne sais pas si on peut poser. Mettez peut-être la question de côté, il répondra à toutes les questions à la fin de la conférence. Voilà. Alors, donc, on a les psychothérapies, donc thérapie cognitive et comportementale, qui peuvent aider les personnes atteintes de troubles alimentaires à modifier leurs pensées, leurs comportements en matière d'alimentation, renforcer leur estime de soi, gérer les émotions qui peuvent contribuer aux épisodes de fringales, aux comportements compensatoires, les séquences de psychothérapie individuelles ou en groupe, donc nutritionnistes évidemment, qui peuvent aider les personnes à établir un plan alimentaire avec tout ce que ça comporte, savoir répondre à ses besoins nutritionnels, aussi apprendre en fait, parce que moi, ce dont je me rends compte, en fait, même dans ma patientèle, même d'adulte, c'est que j'ai de plus en plus de jeunes femmes qui ne mangent pas. Alors, elles ne sont pas anorexiques, sur le papier, il n'y a pas écrit d'anorexie, mais elles ne mangent pas. En fait, elles me disent bah non, je n'ai pas le temps de manger, ou non, mais j'ai peur de grossir, etc. Et puis, personne ne sait manger de façon équilibrée. Donc, c'est aussi pour celle-là que je tenais vraiment à faire cette conférence. Les médicaments. Donc, dans certains cas, pour traiter les troubles alimentaires, on va administrer de temps en temps des antidépresseurs pour traiter les troubles d'anxiété, la dépression, etc. Et parfois, dans des cas un peu plus graves, l'hospitalisation, parce que voilà, on va avoir une pharmacopée autour des personnes. Alors, il est important de préciser que en fait, cette prise en charge, elle doit être individualisée en fonction des besoins de chaque personne. Et c'est important, même pour les gens qui suivent en fait, des personnes, des fois, qui ont ces troubles, d'être sûr en fait qu'on est sur le bon chemin et qu'on fait en fait les bonnes actions, c'est-à-dire que de ne pas hésiter en fait à parler en fait entre professionnels pour aider une personne, pour la faire grandir, parce que en fait il y a un phénomène, il y a des choses en fait qu'une personne va, par exemple qu'un thérapeute va comprendre en fait dans le cheminement, et puis parfois il va y avoir des choses qui vont lui échapper. C'est important en fait d'être un peu vigilant, parce que comme ce sont des personnes fragiles, et qu'il peut y avoir des passages à l'acte, qu'il peut y avoir des difficultés, parce qu'à force de se faire vomir, en fait, elles mettent vraiment leur vie en danger. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, on aime bien jouer avec la peur de la mort, on aime bien jouer avec tout ça, on aime bien jouer avec le feu, mais en même temps, on joue avec le feu. Donc, on ne s'amuse pas, en fait. On ne s'amuse pas avec son corps parce que ça peut laisser, entre guillemets, des séquelles. Alors, il y a des séquelles qui peuvent se réparer, des séquelles qui peuvent durer, en fait. Voilà. Alors, le soutien des amis et de la famille peut également être précieux et aider les personnes atteintes de troubles alimentaires à surmonter leur maladie. Alors, comment, en fait, finalement, un problème alimentaire, ça se met en place? Alors, la première relation qu'on a avec la nourriture, c'est la relation qu'on a, en fait, d'une façon générale. La première nourriture qu'on prend, c'est le lait maternel. D'accord? Alors, c'est le lait maternel ou le lait maternisé.
Et c'est comment s'est passé ce rapport humain de base, en fait. Alors, est-ce que j'ai été nourrie correctement? Est-ce qu'il y avait du lait? On a l'exemple de mai 68 où il n'y avait plus de lait à Paris, donc il y a des gens qui ont dû se déplacer en fait, dans d'autres villes parce qu'il n'y avait plus de lait maternisé en fait, qui venait. Donc, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. On a des exemples de manque de lait pendant la guerre. Il y a plein d'exemples, en fait. Et en fait, on va en parler dans 2 petites secondes. Donc, est-ce que ma mère était sereine? Est-ce que ma mère était nerveuse? Est-ce qu'il y avait des tensions autour de la nourriture? Est-ce qu'il y avait des tensions autour de l'allaitement? Parce qu'il y a des familles, en fait, où ça s'installe, en fait, avec différents aspects. Alors, on va parler de plusieurs notions, notamment la notion d'inconscient individuel, la notion d'inconscient familial et la notion d'inconscient collectif. Et pourquoi, en fait, on va s'intéresser à ça? Parce qu'un individu, c'est un individu dans une famille d'abord, et ensuite dans un groupe, d'accord, dans une société. Et ensuite, on a l'inconscient collectif. Donc, l'inconscient individuel, donc, qui je suis moi en tant que personne, quels sont les mécanismes qui m'agissent au sein de ma famille, donc à quelle place je suis dans la fratrie, comment je me situe, est-ce que j'étais un enfant désiré, est-ce que je n'étais pas un enfant désiré, comment en fait la vie dans la famille s'organise, est-ce qu'il y a à manger, est-ce qu'il n'y a pas à manger, est-ce qu'il y a des manques d'argent, est-ce qu'il n'y a pas de manque d'argent. Donc, toutes ces interactions, elles vont avoir une incidence directe en fait sur mon rapport en fait au fait de bien se nourrir, parce que bien se nourrir, ça va être participer à des repas, ça va être s'installer avec d'autres personnes, ça va, voilà, il va y avoir des repas. Est-ce que les repas sont familiaux? Est-ce que les repas, je les prends devant la télé parce que je suis tout seul dans la maison, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, ça va créer une relation en fait, avec la nourriture qui va être ou positive ou anxiogène. Donc, il y a des familles, en fait, où donc on va parler de ça dans 2 minutes, on va y revenir, on va donner quelques exemples de familles en fait, où les troubles alimentaires ont plus de chances de se produire que d'autres, et pourquoi, d'accord? Mais encore une fois, on va parler juste après de l'influence des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a toute une logique en fait, qui se fait au niveau dans les familles, parce que voilà, on va prendre de plus en plus de repas avec le portable, on va des fois moins se parler, on va des fois être moins là, on va être moins présent, et chacun va être occupé en fait à ce que lui, en tant qu'individu, il veut. Donc c'est très important, toutes ces notions-là, d'en avoir conscience. Alors c'est vrai qu'on va aborder beaucoup de notions ce soir. Je vais essayer d'aller à la fois vite et à la fois doucement parce que je veux qu'on fasse un petit peu un tour d'horizon de la question. Mais encore une fois, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas pendant la conférence, si je n'ai pas développé suffisamment un point, à la fin de la conférence, je répondrai à vos questions et on pourra approfondir certains points, sachant que je ne peux pas parler de tout parce que c'est vrai que si je développe chaque point, on peut y passer presque au moins une demi-heure, 1 heure, voire beaucoup plus sur chaque point. Mais je veux faire un tour d'horizon parce que je veux essayer d'englober un petit peu les choses pour que chacun puisse se reconnaître et puis chacun puisse puiser des forces en fait, dans cette conférence pour justement en fait, avoir une relation de plus en plus saine avec la nourriture, si ce n'est pas le cas aujourd'hui pour ceux qui écoutent, et de façon en fait, aussi à s'apaiser en fait. Voilà. Alors, de nos jours, il est important de rappeler qu'on a voilà. Alors, on parlait de groupe tout à l'heure, parce qu'un être humain, en fait, il ne peut pas vivre seul. Un être humain, il vit au sein d'une société, et il vit au sein d'une société et il est animé par la peur du rejet. Ça veut dire que si, quelque part, je ne suis pas à ma place dans la société, je vais avoir très peur d'être rejetée. Je vais avoir peur du jugement des autres. Et à l'époque, si j'étais rejetée par les autres, qu'est-ce qui se passait? C'est que je pouvais mourir. D'accord? Donc, ça pouvait être très grave. Ça pouvait être ma vie qui est en danger intrinsèquement par rapport à la peur du rejet. C'est pour ça que la peur du rejet, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là et qui peut être omniprésent. Et c'est pour ça que je peux avoir peur du jugement des autres ou une peur panique par rapport à ça. Parce qu'avant, ça voulait dire, l'exclusion de la société, ça voulait dire mourir. Or, de nos jours, on a beaucoup d'options et on va y revenir tout à l'heure par rapport à ça aussi. Voilà. Alors, avant ça, on va parler, donc on va donner quelques exemples de façon de famille, en fait, où on trouve des troubles du comportement alimentaire. Alors, on a des familles où les parents sont obsédés par l'apparence physique et par la nourriture, des familles où il y a un historique de troubles alimentaires, comme l'anorexie ou la boulimie,
Les familles où les parents sont très critiques, très exigeants et où la nourriture est utilisée comme moyen de contrôle. La famille où les membres sont très compétitifs envers les autres, y compris en matière de nourriture. Les familles où il y a un problème de communication et où les membres ne sont pas encouragés à exprimer leurs émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se comporter comme un robot, on doit fonctionner et on doit se taire et on doit faire ce qu'on a à faire et on doit se taire. Les familles où la nourriture est utilisée comme récompense ou punition plutôt que comme moyen de se nourrir. Un petit peu la famille mange mon fils, etc. Donc on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, même si la personne n'a plus faim. Les familles où les membres sont souvent en conflit et où la nourriture est utilisée comme moyen de gérer le stress et l'anxiété. Les familles où il va y avoir tout le temps des disputes, en fait, des disputes à table, des disputes pour X raisons. D'accord ? Et donc, ça va créer une anxiété. Et donc, en fait, les enfants, ils vont soit manger, soit plus manger, en fait, mais le repas va être synonyme de stress à ce moment-là. Alors, les familles où les membres ont une faible estime d'eux-mêmes et où la nourriture est utilisée comme moyen de compenser ce manque de confiance. Les familles où les membres ont des horaires de repas irréguliers et où la nourriture est souvent consommée en déplacement. C'est-à-dire, on mange sur le pouce, on mange un sandwich, on n'a pas le temps de s'asseoir, etc. Voilà. Et les familles où la nourriture, elle est consommée toute seule. Parce que, normalement, la nourriture avant, c'était quelque chose qui réunissait les membres. D'accord ? Et aujourd'hui, en fait, dans la société dans laquelle on vit, on n'a plus vraiment le temps de se réunir. Donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des familles où il y a des rituels et où on peut se réunir ensemble et manger. C'est positif et ça peut être une expérience positive, surtout dans des familles où il y a des troubles alimentaires. D'accord ? De créer, en fait, s'il y a des familles où il y a des troubles alimentaires, ça peut être de créer, en fait, un repas commun où on va tous manger ensemble et on va être là et on va être présent et on ne va pas être avec le portable. Voilà. Donc, c'est cette notion de prendre du temps. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, je parlais de situations familiales qui ont été mal vécues. Alors, ça peut être un divorce, un adultère, séparation douloureuse, des chocs, des images qu'on a vues sur Internet ou dans la réalité, des agressions à l'école ou dans un immeuble, la peur de l'avenir, l'inceste. Il peut y avoir des agressions sexuelles, il peut y avoir toutes sortes, en fait, de déclencheurs par rapport à ça. Et c'est très important, par rapport à ces déclencheurs, d'être vigilant. Voilà. Alors, encore une fois, si je n'ai pas été claire sur une notion, si vous avez besoin qu'on en reparle, n'hésitez pas à en parler, à me poser vos questions à la fin de la conférence. Alors, finalement, bien se nourrir, c'est quoi? D'accord? Alors, comme j'avais expliqué dans la précédente conférence, idéalement, c'est de manger 80% de bonne nourriture et 20% de mauvaise. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, en fait, des années, notre corps, en fait, il digère de moins en moins les nourritures toxiques. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé toutes ces dernières années, on a un développement des boissons sucrées, un développement du sel, on a des ajouts de sel, des ajouts de sucre dans la nourriture. Si vous regardez, en fait, que vous vous promenez dans un supermarché, il y a dans énormément d'aliments, on peut regarder, que ce soit même dans des caviars d'aubergine, dans des... Alors, on va dire que c'est soi-disant pour la conservation, mais vous avez du sucre ou du sel partout. Exactement partout. Dans toutes les nourritures industrielles, on retrouve ou du sucre ou du sel. Alors, on va vous dire que c'est pour la conservation, mais après, on a aussi des conservateurs, on a des colorants, et on a toutes sortes de choses, en fait, qui sont en fait dangereuses pour l'homme. Et progressivement, si on regarde vraiment les courbes, on a une augmentation des maladies qui vont avec justement cette augmentation de nourriture. Parce que cette nourriture, en fait, qu'est-ce que fait le sucre sur le corps? On pourra y revenir tout à l'heure. Donc, on a quoi? Les boissons gazeuses, les collations, les sauces, les plats préparés, qui peuvent entraîner, en fait, tout simplement une prise de poids. Et alors, pourquoi c'est très important? Parce qu'en vieillissant, on élimine de moins en moins les toxines au niveau de notre corps. Donc, on va être amené, en fait, si on n'est pas vigilant par rapport à la nourriture, à prendre du poids. D'accord? Alors, l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé tous de faire une taille mannequin, mais par contre, ce qu'on est obligé de faire tous, à tous les âges, j'ai envie de dire, c'est de faire, comme je dis toujours, une demi-heure de marche ou une demi-heure
d'activité physique par jour. 30 minutes, c'est le minimum. D'accord? Alors, ça peut être quand je vais chercher les enfants à l'école, ça peut être quand je vais faire mon marché, ça peut être... mais je dois marcher 30 minutes. Parce que de plus en plus, en fait, dans notre société, on souffre de statisme. Et ce statisme, en fait, il entraîne une surconsommation de nourriture. D'accord? Alors, manger des aliments frais non transformés, les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses, les protéines maigres, aliments frais non transformés qui fournissent des nutriments importants et favorisent une bonne santé. Éviter tout ce qui est aliments riches en gras, en sucre, en sel, les aliments transformés, les collations sucrées, salées, les plats préparés, les fast-foods. Ça peut être réservé à l'exception, mais ça ne doit pas devenir la règle. Donc, manger des proportions alimentées, des portions appropriées d'aliments pour répondre aux besoins nutritionnels de votre corps. Évitez de trop manger ou de sauter des repas. Boire suffisamment d'eau. L'eau est essentielle pour une bonne hydratation, pour maintenir les fonctions corporelles optimales. Il est recommandé de boire environ 2 litres d'eau par jour. Alors ça, c'est pareil. Je dis toujours, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vieillissant, passé 30 ans, on n'a plus la sensation de soif. Si on a soif, c'est qu'on est déjà, en fait, en déficit d'eau. C'est quand même très important de le savoir. D'accord? Alors, comme je disais tout à l'heure, moins on mange, moins on a faim, moins on boit, moins on a envie de boire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour le corps, je passe en mode survie. Si je passe en mode survie, je passe en mode stress. Et donc, je vais avoir une anxiété qui va se développer. Donc, c'est essentiel, en fait, de savoir se nourrir correctement. Si je donne un exemple comme ça que j'avais eu dans mes patients, j'ai une dame qui était venue, en l'occurrence, pour perdre du poids. On a juste modifié certaines habitudes alimentaires, c'est-à-dire les heures à laquelle elle mangeait certains aliments. Juste en modifiant, en fait, les heures auxquelles elle les mangeait, elle a perdu 6 kilos sans rien faire. Je n'ai pas enlevé d'aliments. On a juste modifié la façon de les manger. Alors, manger une grande variété d'aliments sains est important pour obtenir une gamme complète de nutriments, donc de bien s'alimenter, les fruits, les protéines, les légumes, les céréales, pour une alimentation équilibrée. Alors, dans un objectif de mincir, vérifiez les apports en eau. L'apport en protéines est essentiel avec au moins 2 repas sur 3. Vérifiez que la digestion se passe correctement. Donc ça, c'est pareil, si les gens ils sont constipés très régulièrement, s'ils sont ballonnés, etc. L'idée, c'est vraiment d'observer son corps et de savoir que, logiquement, d'aller en fait au moins une fois par jour, voire une fois tous les 2 jours à la salle, c'est quelque chose de juste normal. Alors, c'est vrai que plus on va prendre d'aliments sains, moins on va avoir besoin d'aller souvent aux toilettes. Parce que si on prend des aliments qui sont sains, en fait, ils vont être complètement absorbés par leur corps. Voilà. Alors, on rappelle, donc là, il est temps. Donc, plus on prend de sucre, plus on a envie de manger. Plus on prend de sel, plus on a envie de manger. C'est pour ça qu'on nous en a rajouté dans tous les aliments. Pourquoi? Parce que ça agrandit l'estomac. Il faut savoir qu'en fait, la réelle quantité de nourriture qu'on a besoin de manger par repas, c'est 1,5 point. D'accord? La part que je dois manger, en fait, que je dois consommer au cours d'un repas, c'est 1,5 point. Donc, ça ne fait pas grand-chose en fait. D'accord? Et plus on mange des aliments sains, moins on va avoir faim. Donc, l'idée, c'est de progressivement rentrer dans l'écoute de son corps. Et dans le cas de l'anorexie, on a souvent ce qu'on appelle la dissociation corporelle. Ça veut dire que la personne, elle ne reconnaît plus son corps parce que son corps ne correspond plus aux normes sociétales. Donc, la personne se dissocie de son corps. Voilà. Voilà, donc j'ai pas mis là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand un enfant est grandi à l'adolescence? Souvent, les problèmes en fait qu'il va rencontrer au niveau de l'alimentation, c'est que selon la famille, en fait, il va ou savoir bien manger, ou il va savoir mal manger. D'accord? Et s'il sait mal manger, ben forcément, il va y avoir des prises de poids. Il y a des familles où on voit bien que c'est obligatoire presque qu'il y ait du coca tous les jours à la maison, où c'est obligatoire. Il y a des inepties qu'on voit au sein des familles qui sont en fait, qui sont des fois grosses comme des ballons. D'accord?
Le coca, ça doit être réservé à l'exception, mais ça doit pas devenir la boisson comme de l'eau. Donc, tout ça, c'est des rappels, mais c'est vrai que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'une prise de poids à l'adolescence, ça vient de quoi, en fait? Ça vient parfois d'allergies. Donc, on a les allergies qui peuvent être au lait, au gluten, aux arachides, au soja, au sulfite, aux fruits à coque. Hein. Il y a des personnes qui vont être allergiques, et tant que quelque part, ils n'auront pas repéré les allergies, en fait, ils vont continuer à manger des aliments ou boire des aliments qui sont toxiques pour eux. Il y a des gens qui sont allergiques au lait, et ça les rend en fait complètement ballonnés. D'accord? Ça les fait gonfler. Et comme on a été abreuvé de fausses images sur le fait que le lait, c'est bon pour la santé, enfin, en tout cas, moi, dans mon enfance, il y avait des campagnes, en fait, le lait, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, là, 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 là. Donc, on a été bercé pendant des années, en fait, à ça, alors qu'en fait, finalement, après 6 ans, la protéine de lait n'est plus digérée par le corps. D'accord? Ça veut dire qu'avant 6 ans, on a une protéine qui nous permet de digérer le lait. Après 6 ans, ce n'est plus le cas. Il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au lait. En plus, nos vaches, avant, produisaient 12 à 16 litres de lait journalier, et maintenant, elles en produisent 20 à 32. Et donc, pour ça, en fait, elles sont bourrées d'antibiotiques, d'hormones et de plein de choses qui sont très, très bonnes pour la santé, et que finalement, quand on boit du lait, on les ingère aussi. Ce qui peut créer aussi des phénomènes allergiques. Donc ça, c'est important de le rappeler. Parfois, c'est un problème de thyroïde. Il y a des familles où il y a des problèmes de thyroïde, ce qui fait que les enfants grossissent. Donc il y avait encore un troisième. Donc, il y a aussi des familles où il y a des carences, en fait. D'accord? Et souvent, à l'adolescence, les gens ne repèrent pas les carences alimentaires. Ça veut dire que quand on est très blanc et qu'on est tout le temps fatigué, c'est qu'on manque de fer. Alors, il faut voir si on le synthétise, le fer, ou pas. D'accord? Quand on a des tremblements, des tremblements des paupières, des crampes, c'est qu'on manque de magnésium. Donc, on en trouve dans les bananes, dans le chocolat noir, etc. Donc, après, ça peut être de complémenter au niveau de la nourriture. Mais ce qui est très important, c'est que quand il y a des pics de croissance comme ça chez les enfants, c'est de surveiller, en fait, qu'il n'y ait pas de carence. Parce que parfois, les prises de poids viennent des carences. Et donc, des déséquilibres alimentaires qui vont avec. Voilà, j'ai fait des prises de poids, carence, allergie. Voilà. Et donc, de surveiller qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement du métabolisme. Alors, on va parler maintenant en fait de l'influence des réseaux sociaux, puisque finalement, est-ce qu'il y a vraiment, oui, une influence, non, pas d'influence, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au fur et à mesure en fait, du développement de notre société, donc on a eu mai 68 avec la Révolution, avec tout ce que ça a amené, et on a eu progressivement en fait une stigmatisation du corps de la femme. Et le corps de la femme, il a été en fait... alors, on a déshabillé la femme pour vendre des pots de yaourt, on a déshabillé la femme pour vendre des voitures. On a commencé en fait à mettre un idéal de beauté. Donc, l'idéal de beauté, c'est d'être une femme mince avec des courbes naturelles, une peau impeccable. Et donc, ça a fait augmenter en fait une pression pour les femmes à suivre des régimes restrictifs. Alors, je sais qu'il y avait comme ça une étude qui avait été faite comme ça dans un village en fait, où il n'y avait pas la télévision à l'époque. Et en fait, toutes ces femmes, elles vivaient très bien jusqu'alors. Et à partir du moment où il y a eu en fait, cette étude qui a été faite, on a introduit des télévisions, les femmes ont commencé à suivre des régimes alimentaires, à commencer à faire du sport, ont commencé à se poser plein de questions qu'elles ne se posaient pas avant. Donc oui, il y a une influence de l'image. Et actuellement, en fait, il y a une pression en fait, qui est faite donc, sur les femmes à suivre des régimes restrictifs, à faire de l'exercice de façon excessive des exercices de façon excessive pour atteindre cet idéal. Les médias ont joué un rôle important en fait, dans la promotion de cet idéal de beauté parce que voilà, on utilise des mannequins minces dans les publicités, dans les magazines et on est abreuvé de ça tout le temps. Et on ne s'en rend même plus compte en fait. C'est une influence en fait qui est tout le temps là. Alors, au cours des dernières décennies, il y a des petites choses qui ont changé parce qu'on commence à inclure en fait, d'autres normes de beauté,
des diversités de corps, d'apparence physique pour mieux refléter la réalité de la société. Mais malgré ça, en fait, on a quand même ce travail en fait, d'acceptation de soi et d'estime de soi, mais malgré ces changements positifs, il y a encore une pression qui est énorme, que ce soit en fait parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à atteindre en fait, ces normes de beauté. Et donc, en fait, comme on ne va pas correspondre à ces normes de beauté, si on est grande et mince, alors ça va, mais si on est petite et qu'on est ronde, ça ne va plus. Donc, on va vouloir ressembler en fait à un idéal. Et c'est en fait cette espèce d'idéal, c'est le culte de la perfection. D'accord ? On a le Dieu de la perfection, on va sacrifier en fait nos vies, notre bien-être, notre santé, finalement l'adolescence de nos enfants parfois, parce qu'on va mettre des normes en fait qui sont complètement idiotes, parce que tout le monde n'est pas grand et mince. D'accord ? Il y a des grands, il y a des petits, il y a des moyens, il y a tout ce que vous voulez. Il y a toutes les catégories de personnes, des gens de couleur, des gens avec différentes couleurs de peau, des gens avec différentes morphologies, etc. Mais comme ces gens ne vont pas correspondre à cet idéal de beauté, en fait, les gens vont commencer à se rendre malades à cause de ça. Et c'est comme si, en fait, on veut de plus en plus déshumaniser en fait, les personnes et en faire des robots. Et donc, en fait, c'est un vrai problème. Et donc, de ce fait-là, on va retrouver les problèmes alimentaires. Parce que dès petit, en fait, on voit qu'il y a une stigmatisation d'un enfant qui va être gros. Moi, j'ai déjà eu des cas en fait, d'enfants petits. J'avais un petit garçon qui avait un peu de surpoids. À 7 ans, ça commençait, les copains qui se moquaient de lui, etc. Donc, les parents étaient venus en séance par rapport à ça pour savoir comment réagir. Ils subissaient justement des agressions à cause de ça. Donc, c'est très important, en fait, en tant que parent, d'être vigilant par rapport à ça, quels que soient les âges, en fait, pour surveiller ce qui se passe en classe ou pour surveiller ce qui se passe dans des groupes, etc. Alors, cette surexposition, voilà, parce que, excusez-moi. Alors, je reviens en fait un petit peu sur cette idée du corps de la femme. Donc, alors, en fait, comme les jeunes femmes en fait, doivent de plus en plus ressembler à cet idéal de la poupée Barbie, on a parlé tout à l'heure de la déshumanisation, mais en fait, l'idée, c'est que les femmes, elles sont traitées comme des objets. Donc, plutôt que comme des êtres humains dignes de respect et de considération. Et parfois, justement, ça va se manifester dans les relations de pouvoir, en fait, justement, où les femmes sont toujours considérées comme inférieures aux hommes. On a la valorisation de la perfection, puisqu'on doit correspondre à un idéal de beauté, donc à une apparence physique avec certains critères, etc. etc. Et donc, tout ça, ça va créer en fait un sentiment d'insatisfaction. Et on va voir des sociétés en fait, où les gens vont commencer à faire des chirurgies esthétiques à n'en plus finir. D'accord ? On a, je crois que c'est dans quel pays là que j'avais vu, il y avait un exemple de ça, où les jeunes femmes en fait se faisaient opérer très tôt, que ce soit pour avoir la taille qu'il fallait, le nez qu'il fallait, la façon de... Donc ça devient un grand n'importe quoi. Et nous, j'ai envie de dire, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que personne, c'est important de rappeler que c'est vrai que le paraître, ça peut être important, mais avant tout, c'est d'être, en fait. Avant tout, c'est de donner des valeurs à nos enfants, c'est de les construire, c'est de les éduquer pour les amener à plus de tolérance, que ce soit envers elles-mêmes ou envers les autres. Et c'est que cet objectif, le fait de demander aux femmes de devenir des objets, en fait, ça en fait des squelettes. Les mannequins, en fait, elles ressemblent de plus en plus à des squelettes et on leur interdit même de sourire dans les défilés. Donc, au lieu de valoriser en fait l'être chez les personnes,
on va valoriser le paraître et le paraître robotisé. Ce qui va donner en fait une décorporation en fait, des personnes, puisqu'elles ne vont plus du tout se reconnaître dans ce corps-là. Alors, on en parlait au début de la conférence, j'ai expliqué en fait, les adolescentes, en fait, elles sont confrontées en fait, à des normes de genre qui sont rigides. Et donc, elles doivent se comporter d'une certaine façon, elles doivent se présenter d'une certaine façon, et on voit de plus en plus d'adolescentes qui se déshabillent sur les réseaux sociaux, parce qu'elles croient que c'est comme ça qu'on va exister, que c'est comme ça qu'on va participer dans cette société, que c'est comme ça qu'on va rentrer dans cette société. Et le fait qu'il y ait cette société de l'image avec le fait de se regarder, de faire des selfies, il y a des gens qui sont morts à cause des selfies. On retrouve en fait cette espèce de miroir, mon beau miroir, dis-moi si je suis la plus belle ou le plus beau. Et on va faire des selfies en haut d'un pont et puis finalement, on ne va pas regarder où on est. Et il y a des jeunes qui sont morts comme ça. Je veux dire, on est dans une société de l'image à tout va. Et cette société d'image à tout va, bah, ça a des dangers. Ça a des dangers. Et il y a de plus en plus de décalage entre ce que les personnes montrent d'elles-mêmes, de qui elles sont, et ce qu'elles sont réellement. Et c'est cette dissociation en fait, qu'on va avoir, parce qu'on va vouloir paraître avant d'être. Et ça n'arrête plus. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, notre rôle d'éducateur, ça va être de donner des valeurs, en fait, et des valeurs d'être, pas des valeurs de paraître, à nos enfants, qu'ils puissent grandir sur des socles stables. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? On va avoir l'utilisation de filtres. Donc là, il y a de plus en plus d'utilisation de filtres. Alors, l'autre jour, j'en regarde, quand je faisais des recherches par rapport à cette conférence, il y a une dame qui montrait en fait le décalage entre ce qu'elle montrait et comment elle était réellement. Et le filtre, en fait, modifiait complètement son apparence. Et donc, il y avait un petit jeu avec son mari qui disait « Mais c'est qui ça dans le téléphone ?» Ben, c'est moi. Et donc, en fait, alors quand elle a montré le versus de la réalité, elle apparaissait sans maquillage, sans rien, etc. Alors que avec le filtre, elle avait du maquillage, elle était bien pomponnée, etc. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable parce que ça va donner en fait des fausses versions à chaque fois aux personnes de ce qu'elles doivent être. Et donc, on peut complètement manipuler la réalité, on peut complètement travestir les choses. Alors, ça avait ce côté un peu comique, parce qu'ils l'ont joué de façon comique, mais c'est très impressionnant de voir ce décalage. Et ce décalage, c'est qu'on perd le sens des choses, on perd la réalité des choses. On perd la notion de transmettre quelque chose d'important, puisque là, le message les messages que vont transmettre souvent les réseaux sociaux, ben, finalement, c'est des messages très superficiels. Et alors, si on prend le jeu par rapport à la nourriture, de plus en plus, en fait, si vous regardez ce qui se joue sur les réseaux sociaux, il y a des recettes de cuisine avec des choses bien, bien caloriques. Et puis, à côté de ça, on va vous mettre des corps minces. Donc, si on mange toutes ces choses bien, bien caloriques, en général, après, le corps, il n'est pas dans cet état. Et donc, pour être dans cet état, il va falloir que je me fasse du mal, que je me maltraite. Et en fait, c'est cette notion sous-jacente de maltraitance qu'on induit, en fait, dans la tête des personnes. Alors, ça va être chez les gens plus faibles, comme les adolescents, parce qu'ils sont en construction de leur identité, ils sont en construction parce que c'est normal, en fait, à l'adolescence d'avoir des émotions, d'avoir des hormones, d'avoir des sentiments bousculés, d'avoir des envies de mourir. Tout ça, c'est normal. Mais l'idée, c'est que là, on va l'exacerber. D'accord? C'est normal d'avoir des moments de vide parce que tout ça, c'est des jeux hormonaux qui se passent au niveau du corps, puisque le corps, il y a les hormones de croissance, l'enfant, il est en train de grandir, son corps, il est en train de se modifier, on est en train de passer de la personne enfant à la personne adulte, et forcément, il y a des bouleversements émotionnels, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau de ses pensées, que ce soit au niveau de sa relation à autrui, parce qu'elle va changer. Parce que parfois, comme avant, elle était boulotte et que là, tout à coup, elle devient mince, alors
celles qui étaient boulottes et qui se reconnaissaient avec elle, elles vont plus se reconnaître, et celles qui vont des fois le rester ou pas le rester, etc. Et donc, tous ces jeux en fait, d'association qui se font au sein de l'école, par exemple, ces jeux, ils vont se modifier. Mais si la personne, elle est connectée à son être, ces jeux, ils vont se faire de façon saine, avec des vraies valeurs. Et si la personne, elle est connectée qu'à son paraître, qu'à son apparence, elle va s'assimiler à son apparence, mais elle ne va plus être elle-même. Alors, le fait que les enfants soient plus exposés aux réseaux sociaux avec leur portable, parce qu'ils ont plus de temps à y passer, parce que c'est devenu la norme de donner un téléphone portable à nos enfants, et ce n'est pas une norme qui est très acceptable, en vrai, parce qu'on leur donne un outil, et c'est un outil qui peut être extrêmement positif, parce qu'ils peuvent apprendre des tas de choses, parce que le fait de se connecter, ça peut leur permettre de se connecter à des amis, ça peut leur permettre de se connecter, mais avec les dangers que ça peut représenter, avec parfois des réseaux de pédophilie, parce que parfois on ne sait pas avec qui nos enfants communiquent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein, voilà, ça peut ouvrir le champ à un champ de connaissances qui est énorme, et ça peut ouvrir l'enfant à des images qu'il n'aurait pas dû voir, à des connexions avec des personnes qu'il n'aurait pas dû connaître. Donc, encore une fois, en tant qu'éducateur, on se doit d'être vigilant par rapport à ce qu'on donne à nos enfants et de surveiller ce qu'ils regardent, de surveiller ce qu'ils font sur le portable et de limiter le temps d'écran. Alors, ce n'est pas toujours facile à faire. Et puis, comme on est entre guillemets, on a tous vécu le corona avec ce que ça voulait dire, avec des fois l'obligation finalement des fois de donner un portable à nos enfants parce qu'ils suivaient leurs cours par Internet ou par Zoom, etc. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc, voilà. Et donc, toutes ces interactions, en fait, c'est très important en fait, qu'on soit vigilant par rapport à ça. Donc, un enfant, c'est un individu dans une famille et dans une collectivité. Voilà. Alors, ce qui est très important, en fait, c'est d'encourager nos enfants à avoir une attitude positive vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur corps. Ça peut être de leur faire une activité physique, qu'ils connaissent leur corps, pour qu'ils connaissent leurs limites, pour qu'ils se sentent en fait dans leur corps. Et on va faire un petit exercice là pendant quelques minutes quand même, avant de poser les questions pour faire une petite pause. Je vais aller boire un verre d'eau aussi parce que là j'ai plus d'eau. L'idée, si vous voulez, c'est que nous aussi, dans notre société, parce qu'on est dans une société du rush, il faut avancer, il faut faire, il faut machin, etc., c'est de prendre des temps de pause. D'accord ? C'est de rentrer, et des fois même, c'est de sortir en fait, de cette course infernale et de se poser pour essayer de savoir qui on est, dans quelle famille on est, de connecter avec nos enfants, et pas seulement au travers des téléphones portables, mais de se connecter vraiment les uns aux autres. Parce que l'idée de connexion, c'est très bien et c'est très positif, mais il faut qu'il y ait une connexion réelle. Il ne faut pas que ce soit une connexion virtuelle. Cette connexion virtuelle, elle nous permet des grandes choses, puisque ce soir, on peut être nombreux en fait, à vivre cette conférence ensemble. Mais l'idée, c'est de se connecter en fait, en tant qu'individu, les uns aux autres, par rapport à ce qu'on a à transmettre chacun par rapport à nos valeurs. Et le fait de parler en fait, de ces troubles alimentaires, de ce qui se passe à ce niveau-là, de corriger en fait, et de manger, en fait, d'essayer de manger soi-même plus sainement, ça peut permettre en fait, à nos enfants de savoir comment manger, comment s'alimenter, pour qu'eux-mêmes ils puissent en fait, avoir une relation saine à la nourriture. Et en tant qu'éducateur, c'est à nous de leur transmettre ces bases-là, pour qu'ils prennent du recul en fait. Et c'est très important, je dirais, de transmettre cette notion de recul par rapport à l'image à nos enfants. Parce que l'image, c'est quelque chose qui existe et dont en fait, on est imprégné, même sans s'en rendre compte. Alors peut-être pendant une semaine, en fait, moi je vous propose juste, après cette conférence, d'essayer de réfléchir à votre rapport à la nourriture, comment moi je mange en fait,
Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je mange suffisamment? Est-ce que je fais attention à mes besoins? Est-ce que je prends le temps de me poser? Et peut-être de regarder aussi qu'est-ce que mes enfants mangent. Et est-ce qu'il y a, comme on a dit tout à l'heure, 80% de bonne nourriture, 20% de mauvaise? Et à quoi mes enfants sont exposés? Qu'est-ce qu'ils regardent sur les écrans? Est-ce que je prends le temps de passer du temps avec eux? Alors, même si je ne peux pas passer du temps, si on imagine qu'on a une famille nombreuse, pardon, je ne peux pas forcément tout le temps passer des heures et des heures avec chaque enfant, mais d'essayer de prendre 2-3 minutes, 5 minutes d'attention en fait, qu'on va concentrer en fait, sur notre enfant. Parce que à quoi ça sert en fait les portables? Ça sert à détourner notre attention de ce qui est important. Et l'idée, c'est vraiment de se rappeler de l'essentiel, de ce qui est essentiel et de ce qui est superficiel, et de se concentrer aussi sur l'essentiel. Donc, dans cette société, on est en fait imprégné en fait, maintenant de fausses valeurs. En fait. L'idée, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment fondamental? Et de se donner le droit, en fait, de vivre quelque chose de serein par rapport à ça. Voilà. Alors, on va faire une petite pause. Avant cette petite pause, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un témoignage pour dire à quel point ça peut être grave et à quel point ça peut... qu'il est essentiel d'être vigilant par rapport à nos enfants. Donc, elle a envoyé un témoignage, je vais le lire. Donc, voilà. Voilà. Alors, donc je vais lire son témoignage avant de prendre la pause et après, je répondrai à vos questions. Et on fera un petit exercice aussi de connexion pour apprendre à se connecter à son corps et pouvoir avoir quelques outils justement pour libérer l'anxiété au quotidien. Bonsoir, je fais ce témoignage pour que les gens soient au courant jusqu'où ces maladies peuvent amener. Dans la vie, on peut avoir des petites phases de boulimie, d'anorexie, d'hyperphagie qui s'arrêtent un jour. Puis lorsqu'on a 30 kilos en trop et que l'on nous dit le mot grosse, les sites pro, les réseaux sociaux, les femmes refaites, arrangées avec des filtres, et nous, devant ce miroir, comment se voit-on? Alors ça fait depuis 2013, voire même 2010 à peu près, où j'ai su comment me faire vomir. À cause d'un bout de tomate coincé, on m'a dit comment me faire vomir. Ça m'a aidé. 30 kilos à perdre. Au début, on fait attention. Après, on commence à vomir. On sait faire puisque ça fait des années qu'on a fait ça. On s'oublie pour oublier de manger. On pense aux autres. On vomit jusqu'au sang. Chaque jour, on se dit c'est rien. On continue. Je danse, je continue. Je marche, je continue. Je tombe. Une chute, une autre. Et puis un jour, je boite. Ça s'arrête. La maladie revient. Puis je retombe et je boite de plus en plus. Un jour, je tombe parmi les chutes. Mais mon poids est idéal, malgré que l'on me dit trop maigre maintenant. Puis je me relève, mais besoin d'une béquille dehors, puis à la maison, puis une deuxième. On fait plein d'examens pour que 7 mois après le début des examens, on me dise que j'ai perdu trop de poids. 2023, j'ai repris 10 kilos, j'en avais perdu 35. J'ai fait de la rééducation. Alors s'il vous plaît, ne jouez pas avec votre santé. Je ne suis pas encore guérie à 100%, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut demander de l'aide aux personnes bienveillantes pour nous. Je ne souhaite à personne d'être dans l'état où je suis et où je suis passée. La santé, c'est primordial. Merci Madame Bislich et merci à tous les gens qui nous aiment tels que nous sommes. Et que s'il y a du poids à perdre, ils sont là pour nous aider sainement à en perdre. Et surtout, n'ayez pas honte de dire qu'on a un problème avec la nourriture. J'ai les trois, anorexie, boulimie, hyperphagie. Alors je vous en supplie, n'attendez pas quoi pour vous faire aider. Ce n'est pas un jeu, un défi ou un régime. C'est une réelle souffrance. J'espère que ce témoignage vous aidera à prendre conscience des enjeux pour la santé. C'est essentiel. Et encore une fois, pour finir, la santé, c'est primordial. On ne joue pas avec. Voilà. Alors, on va faire une petite pause. D'une minute, je vais juste aller boire. Et après, on va faire donc 1 ou 2 exercices pour travailler sur l'anxiété et puis pour se connecter à son corps. Voilà. Et donc, je réponds à vos questions dans 2 petites minutes. Merci. Voilà, je suis à vous. Alors, on va faire un petit exercice. Donc, on va tous se mettre debout.
Voilà, alors on va inspirer sur 5 secondes avec le nez et on va expirer sur 5 secondes avec la bouche. Donc, dans une situation de stress ou d'anxiété, comme on peut tous en vivre au quotidien, donc je vous propose simplement, voilà, de prendre le temps de faire cette petite respiration. Donc, c'est une respiration qui va vous aider à vous connecter à votre cœur. Donc, on inspire sur 5 secondes avec le nez. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. On expire sur 5 secondes avec la bouche. Et on va le répéter encore une fois. Donc, on inspire sur 5 secondes avec le nez. Et on expire sur 5 secondes avec la bouche. 5 secondes avec le nez. 5 secondes avec la bouche. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va fermer les yeux et vous allez sentir en fait vos pieds, vos jambes, vos cuisses, votre bas-ventre, votre ventre, votre cœur, votre gorge, votre tête. Et on va respirer. Et vous allez sentir chacun des membres de votre corps, vous remuez tout doucement. Et c'est vraiment une façon de se connecter en fait à son corps et d'être là bien présent. Voilà. Donc ça peut être aussi de faire des étirements qui vont vous permettre en fait de libérer aussi un petit peu les tensions, de masser la nuque éventuellement, pour bien en fait se détendre. Voilà. Alors merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et voilà, je réponds à vos questions. Voilà. Yardena, si tu veux remettre le son, s'il y a des questions. Merci infiniment, Corinne. Une petite question et j'ouvre le micro à toutes les participants. D'abord, merci infiniment pour tout ton professionnalisme et tes expériences que tu nous as offertes ce soir. Est-ce qu'une personne boulimique est forcément anorexique? Elles sont reliées, ces deux maladies? Non, pas forcément. Pas forcément. Ok. Il peut y avoir en fait que de la boulimie, il peut y avoir que de l'anorexie, il peut y avoir de l'anorexie et de la boulimie, c'est pas forcément connecté. D'accord. Tu as dit au début qu'elle doit être entourée d'une nutritionniste, d'une psychothérapeute, qu'il y ait plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous rappeler les personnes qui devraient entourer la personne? Oui, bien sûr. Alors, je parlais tout à l'heure de psychothérapie, donc ça peut être des thérapies cognitives et comportementales. Les personnes activer mon son. Voilà. Voilà, je ne sais pas à quel moment j'étais interrompue. Donc, je disais, en fait, psychothérapie, donc thérapie cognitive et comportementale qui peuvent aider des personnes atteintes de troubles à modifier leurs pensées, leur comportement. Une nutritionniste, donc hospitalisation et psychothérapie, traitement pharmacologique. Donc, en fait, ce qu'il y a d'important, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est parfois, ça peut être de l'ostéopathie qui va aider à modifier, en fait, des fois des troubles, en fait, au niveau du corps aussi, que la personne elle puisse reconnecter à son corps, parce que parfois, elle s'est dissociée. Allô? Voilà, il peut y avoir différentes façons en fait pour la personne de se faire aider, et c'est important en fait de comprendre que ça va être un consensus, que c'est pas qu'une personne qui va pouvoir aider, parce que ça c'est un peu utopique, surtout dans des cas graves, mais dans des cas voilà, dans des cas simples normalement il y a des choses qu'on peut désactiver assez vite, mais dans des cas plus graves non. Merci Voilà. beaucoup, Corinne. Alors, je je vais juste rappeler aussi en fait une chose par rapport au corona que je voulais développer tout à l'heure, que j'ai pas terminé de développer. Ce qui s'est passé aussi avec le corona, en fait, le fait que les adolescents étaient en huis clos, etc. Il y a des gens qui se sont retrouvés sans ressources financières, il y a des étudiants qui se sont retrouvés sans ressources, etc. Il y a une peur en fait de l'avenir qui s'est créée en fait chez beaucoup de jeunes en fait, parce que
Ils se demandaient en fait ce qu'ils allaient devenir. Et ça a aussi suscité en fait plein de problèmes en fait dans les troubles alimentaires. Ça, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Voilà. Maintenant, je réponds à vos questions ou si Yardelin, vous avez encore des questions. Est-ce que tout le monde peut réactiver les micros pour pouvoir poser des questions? Voilà, donc vous pouvez réactiver vos micros si vous voulez poser des questions. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la kinésiologie peut aider? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs professionnels. Oui, la kinésiologie peut aider. Parfois, ça peut permettre de retrouver en fait de retrouver chez la personne en fait les différents nœuds émotionnels en fait qui se sont bloqués. Et parfois, effectivement, la kinésiologie peut être un moyen d'exploration par rapport en fait aux troubles de la personne. Voilà. Je vois Madame Amselem qui a activé son micro. Je ne sais pas si vous voulez, ou Monsieur Amselem, je ne sais pas si vous voulez poser une question. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Apparemment, il n'y a pas de question. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les questions dans le chat? Voilà, si vous voulez. Donc, je rappelle vraiment qu'il est essentiel par rapport à la nourriture de 80% de bonne nourriture, 20% de mauvaise. Et donc, d'essayer de... Voilà, parce que c'est jamais du 100%. Voilà, on a tous besoin de faire de temps en temps des petites exceptions. Mais il faut que ce rapport à la nourriture soit quelque chose d'agréable, soit quelque chose de joyeux, soit quelque chose d'heureux. Ça peut être aussi d'observer en fait qu'est-ce qui se passe dans la maison, au sein de la maison. Est-ce que voilà, l'atmosphère elle est joyeuse ou elle est complètement tendue parce qu'on a des problèmes d'argent, parce qu'on a des problèmes financiers, parce qu'il y a des pertes d'emploi, il y a des problèmes de santé, voilà. L'idée, c'est quand même d'essayer au maximum de faire régner en fait la paix dans le foyer. Donc, d'essayer de mettre une bonne ambiance dans le foyer. Ça peut être parfois juste de mettre un sourire sur le visage, d'accueillir nos enfants. Il y avait un prof qui donnait en fait un exemple. Il disait en fait que justement quand on parlait d'enfants à problème, que parfois quand il y a des cas d'enfants à problème, c'est simplement d'accueillir la personne, d'accord? Ça veut dire de l'accueillir quand elle rentre, de l'accompagner quand elle s'en va, d'être là à son réveil, d'être là à son coucher. Et parfois, quand il y a des difficultés avec un enfant, ça va être simplement de lui donner ces différents accueils. Et ces différents accueils, ça va libérer en fait parfois des stress que l'enfant va avoir. Donc, le fait d'être attentif à ça, ça va être positif. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a une question. Oui. Est-ce qu'on peut... Oui, allô? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un par rapport à son comportement, à part qu'il mange moins, qu'elle est anorexique, par exemple? Un comportement fuyant, par exemple, un comportement timide. Alors, disons qu'en fait, ce qu'il va falloir observer, c'est des signes. Je dirais que à partir du moment où la personne elle est dans un comportement de fuite, c'est qu'elle est dans le rejet d'elle-même. Ça peut être un rejet de ce qu'elle vit, d'accord, ou ça peut être un rejet en fait des autres, ça peut être un rejet de son entourage. Oui, les comportements de fuite, ça peut être un début, mais ça peut ne pas l'être. Ça dépend vraiment du cas. Il faut voir si effectivement elle va fuir systématiquement les repas, elle va systématiquement elle va moins manger, etc. C'est plusieurs types de comportements qu'il faut observer. Ce n'est pas un seul comportement, mais c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut être de partager un repas avec cet enfant pour voir ce qui se passe et pour voir ce qu'il mange et ce qu'il ne mange pas. Après, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut, entre guillemets, rentrer dans un état d'éveil ou d'écoute. Merci. Corinne, j'ai une question. Si un adolescent est réfractaire à la thérapie, il y a
de se faire suivre, comment l'accompagner? Alors, moi, je dis toujours, quand un adolescent il est réfractaire à la thérapie, ce qui peut être positif, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette notion de prendre du temps. Ça veut dire que si j'ai un ado qui veut finalement rien entendre, moi, je peux passer du temps avec lui. Je peux demander au papa de passer du temps avec lui, mais en tout cas de passer un moment privilégié en fait, avec cet adolescent, de façon à mieux le connaître et de savoir finalement si ça va bien, s'il est heureux, voilà. Et puis de passer un moment sympa. Ça peut être d'écouter de la musique ensemble, ça peut être d'aller marcher, ça peut être d'aller au ciné, de regarder un film comique avec lui, ça peut être d'aller manger une pizza, il y a différentes façons de faire. Ça peut être d'étudier un texte intéressant avec lui sur un sujet qu'il aime. En tout cas, c'est de se mettre à son écoute. Merci beaucoup, Corinne. Avec plaisir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Je vois une main levée de Teila. Vous pouvez remettre le micro, Teila, si vous voulez poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Je vois qu'il y a Je ne sais madame... pas si c'est moi qui parle. Oui, c'est vous, là. Là, c'est madame Chedboun, hein, je vois. Je vous écoute. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, regardez, je vous appelle. Voilà. En fait, voilà, j'ai un exemple en tête. J'ai ma petite fille qui doit avoir 7 ans. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Et d'abord, merci. Merci pour ces conférences. Avec Et peut-être que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais elle démontre certains aspects, c'est-à-dire qu'elle est écœurée par la nourriture alors qu'elle a que 7 ans, je veux dire. Elle s'écœure vite fait, dès qu'on touche avec la main, ça l'écœure. Elle aimait des choses, maintenant elle n'aime plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui fait qu'elle devient très compliquée à manger. Est-ce que ça révèle quelque chose à ce niveau-là, ou c'est peut-être simplement, je ne sais pas, peut-être de la comédie ou autre chose? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nourriture, ça peut être un enjeu affectif. D'accord ? Ça peut être un moyen aussi de chantage affectif. J'ai une scène comme ça avec un de mes enfants, maintenant je ne sais plus lequel, mais il y en a un qui m'avait fait un soir maman, je ne veux pas manger. Je fais bon, bah, tant pis, va au dodo, bonne nuit. Et donc, comme il a vu que j'y prêtais pas attention, ben, finalement, il est revenu manger, quoi. Donc l'idée, c'est que oui, ça peut être un enjeu affectif. Maintenant, s'il y a des écœurements, etc., c'est de voir en fait qu'est-ce qu'elle veut montrer, pourquoi est-ce qu'elle veut attirer l'attention sur ça maintenant. D'accord ? Ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Maintenant, s'il y a des écœurements, ce qui se passe, c'est que de toute façon, vers 6-7 ans, ils sortent en fait de la période patate nouilles riz, où ils vont manger en fait que des aliments exclusifs en fait. Cette période-là, elle dure selon les enfants. Ça correspond à la croissance osseuse, c'est de 3 à 6 ans, 7 ans selon les enfants en fait. Où ils vont être un petit peu plus dans une exclusivité alimentaire, sachant que l'équilibre alimentaire chez un enfant, ça se fait sur une semaine. Donc, ce n'est pas grave si un jour, il a mangé que des féculents, si le lendemain, vous rééquilibrez en lui donnant plein de fruits et des légumes qu'il aime, ou une soupe ou quelque chose, de façon à ce qu'il y ait en fait dans le bol alimentaire quelque chose de sain. Alors, par rapport à votre petite fille, si effectivement elle est comme ça l'écœure, ça elle n'aime pas. Bon, comme c'est votre petite fille, je dis toujours, quand on est grand-parent, là, on doit prendre le bon côté des choses. Peut-être présenter-lui des petites choses qu'elle aime. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui me faisait des petites tartines qu'elle me coupait en fait en petits carrés. Je trouvais ça tellement génial parce que c'était pas forcément... cette tartine, c'était une petite tartine de beurre avec un peu de confiture, il n'y avait rien d'extraordinaire. Le fait qu'elle le coupe et qu'elle le mette sur une petite assiette que pour moi, je trouvais ça tellement génial que je la mangeais avec plaisir. Donc, peut-être ça peut être de jouer en fait avec des petits jeux. Comme vous êtes la grand-mère, bah, c'est des petites choses que l'enfant, il va en fait avoir son attention privilégiée sur quelque chose. Et ça va tout de suite redonner de la joie. C'est de remettre de la joie dans le repas en fait. Ou alors, ça peut être de dire, on va préparer un petit repas ensemble, tu vas choisir toi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Tu vas choisir les aliments que tu aimes et viens, on va essayer de trouver quelque chose que tu aimes. Extra. Voilà. Merci. Avec plaisir. Bonsoir Corinne. Bonsoir. J'ai une question qui m'est venue donc si
on part du principe qu'il faut qu'il y ait un choc émotionnel et un trauma dès la base, ou c'est aussi quelque chose qui est avant la grossesse, enfin pendant la grossesse, ou c'est quelque chose de transgénérationnel qui peut déclencher des anorexies ou des boulimies. Ça existe, ça, ou pas? Ça peut exister, en fait. Il y a des familles, en fait, il y a des familles qui ont vécu la guerre. Déjà, il y avait des familles qui ont été traumatisées au niveau de la nourriture. Donc, après, ça peut être comment ce traumatisme a été intégré au sein de la famille. Est-ce que les gens, en fait, ont pu remanger normalement? J'avais une dame comme ça dans ma patientèle qui a vécu un gros traumatisme. Et en fait, après, elle n'arrivait même pas à dormir dans des conditions normales. Jusqu'à ce qu'on libère, pendant tout un temps, elle n'arrivait pas à dormir dans des conditions normales. Elle a mis un temps à redormir dans son lit parce qu'il y avait des mémoires de guerre. Donc, dans le cadre de l'anorexie, oui, il y a des familles où, quelque part, comme ils ont vécu des périodes de famine ou des périodes de transition, il y a des gens qui ont vécu des déracinements, il y a des familles qui ont été obligées de fuir la Tunisie, le Maroc, etc., certains pays. Il y a eu des moments où il n'y avait pas à manger. Et donc, ce traumatisme de « il n'y a pas à manger », en fait, ça va se répéter. Il va y avoir une tension. En fait, il y a des familles où il y a des tensions au niveau de la nourriture et on les sent parce que la nourriture a manqué à un moment donné, parce que la nourriture a été rationnée à un moment donné. Donc oui, ça peut se transmettre. Et il peut y avoir quelque chose qui reste au niveau de l'inconscient par rapport à ça. Et ça peut toucher la génération d'après. Et par exemple, au moment de l'adolescence où c'est un peu fragilisé, ça peut se déclencher sous une forme d'anorexie et de boulimie ou pas du tout? Alors, il faut pour que ça se déclenche vraiment, je dirais qu'il faut quand même qu'il y ait un deuxième choc. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être encore une fois, comme je dis toujours, avec l'exposition aux écrans, le problème, c'est que nos enfants, ils peuvent voir absolument n'importe quoi. Absolument tout, en fait. Ça peut être des séries, en fait, qui sont soi-disant anodines, mais qui ne le sont pas, parce que ça transmet plein de messages en amont. Subliminaux. Ça peut être une scène qu'ils ont vue. Le problème, c'est que malheureusement, sur les portables, ils ont accès à tout. Et donc, c'est dangereux. Donc, n'hésitez pas à mettre des filtres sur les portables, à surveiller ce que les enfants regardent et de demander, en fait, dans une relation de confiance avec l'enfant, ça peut se demander de dire « je veux savoir ce que tu regardes ». Et ça peut être de prendre des moments pour en discuter avec eux. Okay. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Taïla? Oui, merci beaucoup. Merci aussi. Merci infiniment, Corinne, pour toutes ces réponses. Alors, tu as des programmes. Voilà. Alors, j'avais donné à Strasbourg plusieurs fois, en fait, il y a quelques années, j'en parlais justement à Yardena juste avant qu'on mette les micros. Donc, j'avais donné un programme qui s'appelle « Aimer son corps, aimer la vie ». Je vais sans doute le relancer maintenant en version Internet. Donc, ce sera en fait 2 soirées, je pense à peu près d'1h30 parce que je me souviens que l'atelier durait longtemps. On utilise en fait un outil de déprogrammation émotionnelle pour ça, donc pour tout ce qui est problème avec son corps, avec sa relation à son corps, etc. Donc, je vais le lancer bientôt. Là, ce sera sans doute ou encore ce mois-ci ou le mois prochain. Et donc après, on va le faire et on l'enregistrera, donc il sera disponible après en version Internet, avec éventuellement 1 heure pour les gens qui veulent avoir des choses plus spécifiques par rapport à eux, etc. Mais on fera ça comme ça, avec une version numérique. Les gens qui ont assisté à cette conférence ou qui y assisteront dans les replays, je vais donner le code wellness. En fait, je pense que Yardena le mettra en dessous de la conférence dans le replay. Donc, ça permettra aux gens d'avoir accès à mes consultations en fait, au prix de 100 € au lieu de 250. Et donc, voilà. Donc, il faudra juste indiquer le code wellness, puisque voilà, comme ça me permettra aussi de voir voilà. Et donc, il y a aussi une première conférence que j'avais donnée en fait dans le cadre de Wellness sur la dépression postpartum. Donc, si jamais il y en a qui ont envie d'avoir le lien pour l'écouter, si les personnes, entre guillemets, sont dans le cas ou connaissent des gens qui sont dans le cas, qu'ils n'hésitent pas à transmettre. Et pareil, celle-ci sera sur replay, donc voilà, n'hésitez pas à en parler à vos amis si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. C'était vraiment le but de faire ces conférences, c'était vraiment d'aider un maximum de personnes, qu'un maximum de personnes puissent prendre conscience des choses, qu'on puisse des fois travailler en amont pour éviter en fait
d'avoir une mauvaise graine qui pousse en fait chez nous, dans nos maisons, parfois voilà, à notre insu. Et donc, voilà, de créer en fait, de toujours essayer de créer un espace privilégié pour que les enfants en fait, puissent sentir qu'ils ont le droit de se sentir en sécurité chez nous et qu'ils ont le droit de se sentir aimés, et donc de témoigner aussi de l'amour, parce que aimer, c'est témoigner de l'amour. Et c'est vrai qu'avec nos écrans, parfois, on est derrière nos écrans et on n'est pas assez connecté en fait, à nos enfants. Donc parfois, ça va être de prendre ce temps d'écoute en se disant, de façon un peu fixe, tiens, maintenant, je vais prendre une demi-heure chaque semaine où je passe avec tel enfant et où je vis vraiment une relation privilégiée avec lui. Ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure. Après, en fonction des emplois du temps de chacun, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Chacun il fait de son mieux et vous faites déjà tous de votre mieux à chaque instant. Mais voilà, l'idée, c'est de rentrer dans cette espèce de regard bienveillant, dans la confiance en fait avec nos enfants par rapport à leur devenir, et aussi dans la confiance dans l'adulte qui on est, d'être respectueux en fait envers nous-mêmes et envers les autres. Et aussi dans notre rapport à la nourriture. Voilà. Je transmets tes coordonnées pour celles qui sont intéressées. Merci Corinne infiniment pour tout. Et vraiment, merci à toutes les participantes d'avoir été présentes ce soir, et on se retrouve dès la semaine prochaine. Et Corinne, tu nous fais part, si Dieu veut, dès que tu as ton flyer. D'accord. Et on mettra si Dieu veut. Voilà, plein de bonnes choses en tout cas, et une excellente soirée encore à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Yardena. Merci. Au revoir.